pourras dire en français et en bamarankan. Lesquels vibraient de confiance, Maï Manakambo, Nieta Kele Bando, Ambe Bache Siri, Kala Idutime, Soaju Ngani Akele, Farafina Kele Ya, Jugu Mana Kumbo, Konana Okelema, Beka Wilikija, Saya Kafisa Maloye, Farafina Faso Mali, John Go Boroya Bere, Farafina Kafaso Mali, Kele Igo Kelea Bere, Mali Tilebezi, Mali Tilebezi. Jilia foro frontira ella de angini la tierra bébé. La devise du Mali. Un but une fois. La devise du Mali. Un but une fois. La devise de mon école. Travail, discipline et réussite. La devise de mon école. Travail, discipline et réussite. C'est la journée culturelle qui fait partie de l'éducation des élèves commence. Merci beaucoup, rejoignez vos places. Je suis le promoteur du groupe DMTK, Mamadou Django Tungara. En fait, les semaines culturelles, nous on l'appelle généralement semaine d'olarité, d'exposé et d'éloquence. L'objectif premier, c'est de permettre aux élèves de s'exprimer en public, d'être très éloquents, de briser un peu les glaces, de ne pas être émotif devant le micro. Donc c'est un but pédagogique parce que l'oralité est dans le programme. Et c'est pour cela qu'on a initié de telles semaines pour que les élèves viennent, suivant leur programme, suivant le contenu pédagogique, thématique des programmes, ils nous exposent le contenu, ils nous exposent la littérature, la poésie, la philosophie et d'autres auteurs. Et on se rend compte qu'on les habitue au public, on les habitue à la masse, ils vont bien parler, ils vont bien nous égayer. C'est ça l'objectif. L'objectif non seulement c'est culturel, on puise un peu de nos cultures, on a des livres qui sont axés sur la culture, on a des thèmes dans le programme qui sont axés sur la culture, les élèves viennent valoriser ça, on est content, tout en parlant français. Pour cette fois-ci, on a compris un peu l'engouement que les élèves ont. Et on se rend compte qu'il y a eu un travail de fond fait par l'encadreur par rapport à ça. Je suis quand même très content, je félicite l'encadrement, la direction, leur encadreur, vraiment la prestation des élèves. Et tous ceux qui ont passé ont mouillé le maillot, ont fait le maximum d'eux-mêmes pour que les uns et les autres puissent comprendre. Les thèmes aussi évoqués sont d'actualité, la paix, les conflits ethniques. Ceux-ci sont traités dans des livres. On a beaucoup de documents où la paix, les conflits de génération, les conflits ethniques sont traités. Et tout ça a été mis en valeur. Vraiment, chapeau pour les organisateurs et un grand bravo pour les élèves. On est content également d'eux parce que l'enseignement, une partie se fait à l'école. Mais la grande partie aujourd'hui, c'est la famille. La famille doit s'impliquer, on doit suivre les enfants, on doit les accompagner. Il ne s'agit pas de dire j'ai mis mon enfant à l'école, je ne suis rien, je ne viens plus, je ne le suis pas. Non, non, non.
nous avons et nous souhaitons des parents d'enfants. Au-delà des parents d'élèves, j'ai vu l'ensemble des profs aussi qui sont là. Et donc tout ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Je remercie tout le monde, les élèves, grand bravo, les organisateurs, les parents d'élèves et vous-même qui sont venus ici pour rendre la fête plus belle. Et je vous dis bravo, bravo. Ok, merci. Le groupe scolaire Django Marassi Tungara est un véritable complexe du savoir, de la formation et de l'excellence. À son sein, nous avons une école maternelle et une école fondamentale. De la première année où on apprend l'anglais jusqu'à la 9e année. Le lycée privé CSK, l'enseignement général. Le lycée technique DMTK, l'enseignement technique. Et enfin le collège DMTK, l'enseignement professionnel où on apprend le secrétariat, la comptabilité, l'électricité, l'électromécanique et la plomberie. L'agro-plus où on enseigne l'agro-pastoral et les forestiers. La diversité de l'enseignement et la culture d'excellence participent au développement du Malikoura. Car nombreux sont les jeunes qui sont les fruits du grand arbre que M. Mamadou Tungara a planté à Kati, partout au Mali. Car, tenez-vous à l'instar de Kati, à Bamako, nous avons le CSP, le LP Makan et le complexe aimé, le DMTK bilingue, les merveilles des Faladjé. À Koutchala, nous avons le CMK et le LP CMK, les merveilles de Koutchala. À 100, nous avons l'IFDT, les LT ABK et les LP ABK, les merveilles des sons. Sur ce, je demande à l'ensemble ici présent d'applaudir M. Mamadou Tungara pour ce travail patriotique. Alors si aujourd'hui il est boss, c'est parce qu'il a bossé. Donc c'est pour dire qu'on peut partir des zéros pour devenir un héros. Alors camarades élèves, mettons-nous au travail, préparons notre avenir afin d'apporter notre pierre à la construction du Malikoura. Je vous remercie. Les choses seront chaudes. Ok. Aujourd'hui, les choses seront chaudes. Hey, aujourd'hui, les choses seront chaudes. Les choses seront chaudes. Les choses seront chaudes. Ah bon, vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, très bien. Maintenant, on va continuer. Après avoir présenté le groupe DMTK en français, on va présenter le groupe DMTK en anglais. Et ensemble. Est-ce que vous donc? Est-ce que vous nous connaissez? On est trop près. On est très très près. Ok. Maintenant, celui qui est prêt à présenter le groupe DMTK en anglais va se présenter. Ah mon petit, où tu as appris anglais? DMTK. Ah bon? Tu parles anglais? Oui. Comme qui? Tu peux prouver? Il y a beaucoup d'anglophones ici. Hein. Les promoteurs ils parlent anglais. Tu sais ce que... Dear teachers, dear ladies and gentlemen, good morning. I'm so happy to be in front of you today to do the presentation of my wonderful school, which is LPCSK, otherwise Lycée Privé Kanouté Aïché de Kati. Firstly, I can talk to you without introduce my own self. So, I answer by the name of Damasidi Jawara, pupil in 11th Science and Malian by nationality. For your information, LPCSK was created on 21 December 2002. In Kati. It is also located in Kati Koko Plain. I know my presentation is not a presentation who can take a little moment. I have a small moment only. I can say you have, all of you are here because today is very important for us. And also, I'm happy to be all of you here. It's not important for you to be here because there are many people who fell down many things to do to come here and who fell down at work and activity to come here. And also, thank you. Si vous aimez les choses, tapez les mains. Si vous aimez DMTK, si vous aimez LPCSK, tapez les mains. Ah bon, ok. Maintenant, on va appeler une déesse. Écoutez très bien. Nous allons appeler une déesse. Moi, c'est Kadiatou Faroli Keita, élève en terminale sciences économiques et sociales. Ma présence aujourd'hui est de vous faire une poésie dont le thème est la diversité ethnique. Poème. Arc-en-ciel. Quand tu apparais dans le ciel, les regards des humains se fixent sur toi. Appréciant ta beauté, cette beauté captivante provenant de tes différentes couleurs. Comme tu es riche en couleurs, riche en éclat, riche en contemplation. C'est la force de chaque éclat de tes couleurs qui te donne la puissance,
qui te donne la force de lutter et d'empêcher la pluie de tomber à sa guise. Comme toi est ma terre, comme toi est ma très chère patrie, comme toi est mon peuple, comme toi est mon Mali. Terre bénie des dieux de l'amour et de la paix, patrie des 333 saints, les hommes portant la croix du Christ au cou et hommes voués au culte des dieux de leurs ancêtres. Un Mali où musulmans, chrétiens et animistes chantent en chœur sous les mêmes couleurs, vert, jaune, rouge. Comme tu es beau, Mali, comme tu es riche, Mali. Regardez-moi apprécier ma beauté. Je suis la fille du Mali. Comme c'est beau d'être une Malienne, je ne suis pas Bambara, mais je sais dire Annie Soroma. Je ne suis pas Sénoufo, mais je sais dire Kena. Je ne suis pas Peul, mais je sais dire Djawale. Je ne suis pas Sonike, mais je sais dire Aoudjam. Je ne suis pas Bozo, mais je sais dire Bek et Sedje. J'ai pas appris cela à l'école, mais dans les rues du Mali. La beauté et la richesse de ma culture proviennent de la diversité ethnique, enrichit ma culture et fortifie nos liens quotidiens, la cohésion sociale, le vivre ensemble, le pardon et la réconciliation nationale qui assure la paix. Main dans les mains, sans distinction de race, et comme un mur sans faille, notre vœu sera commun. Vive la diversité ethnique, vive le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie. Dont le thème est la mondialisation. Le choix de ce thème est motivé par son importance capitale, mais que les gens en parlent peu. Avant tout, pour votre gouvernement, je tiens à vous définir la mondialisation. La mondialisation est le fait que les nations ou les pays du monde collaborent, échangent sur les plans politiques, culturels et économiques. Cela permet d'éviter une troisième guerre mondiale. Car si tous les pays du monde ont des intérêts communs sur les plans politiques, culturels et économiques, ils n'ont pas intérêt à se faire la guerre. Ceci étant, est-ce que la mondialisation a des avantages pour tous les pays du monde? La mondialisation n'est-elle pas une nouvelle manière de colonisation? Est-ce que la mondialisation est bénéfique pour tous les pays du monde? Et quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour que la mondialisation soit bénéfique pour l'humanité? Et quel est l'intérêt de l'étude de ces thèmes? Pour répondre à ces différentes préoccupations, notre étude portera sur 3 grands axes, à savoir les avantages de la mondialisation, les inconvénients de la mondialisation et les solutions pour que la mondialisation soit bénéfique pour tous les pays du monde. Alors je laisse la parole à mes camarades exposants pour vous donner d'amples explications. Je suis chargée de vous expliquer les inconvénients de la mondialisation. La mondialisation est un phénomène complexe, profond et global. À ce titre, elle a donc une influence considérable sur la réalité des sociétés contemporaines et des conséquences marquées dans presque tous les domaines. Sur le plan culturel, il y a eu une influence sur la culture africaine, car les pays africains ont tendance à oublier leur culture au profit des cultures étrangères. Auparavant, l'Afrique ne connaissait pas l'homosexualité. Les femmes respectaient leurs maris et donnaient naissance à des enfants bénis. Mais après avoir délaissé notre culture, nous avons assisté à l'homosexualité. Les femmes ne respectent plus leurs maris et donnent naissance à des enfants dépourvus de braquage. Et ce qui a amené ça, parce que les femmes ont tendance à oublier leur culture. Sur le plan économique, la mondialisation a entraîné une dette augmentative des échanges commerciaux, mais également une multiplication des échanges financiers. Elle a permis un développement global industriel. Toutefois, cette croissance économique tirée par la mondialisation ne s'est pas faite sans éveiller les critiques. Les conséquences de la mondialisation seront loin d'être homogènes, avec l'inégalité des revenus, la dégradation des termes d'échange. En 2008, la crise économique européenne a affecté l'Afrique. Cela est dû à la mondialisation. Même dans certains pays, entreprises, individus, certains bénéficient plus des phénomènes de la mondialisation, tandis que d'autres sont parfois perçus comme les perdants. Même dans certains pays développés, la mondialisation aurait contribué à déformer le partage de la valeur au profit du capital et au détriment des salariés et des plus pauvres. Il y a eu l'inégalité économique. Tout le monde est au courant que le franc CFA a une valeur inférieure à l'euro. Cela est dû à la mondialisation. Il y a eu l'apparition des maladies chroniques dues au échange économique, comme le sida, le coronavirus. Sur le plan politique, nos dirigeants sont devenus des bénis oui-oui. Nos langues officielles sont devenues des langues étrangères et non nos langues nationales. À cause de la mondialisation, la politique africaine ne s'intéresse plus à la réalité des Africains. Et même le système éducatif ne s'intéresse plus à la réalité des Africains. Les puissances mondiales imposent aux pays africains le système éducatif et politique, ce qui entraîne les crises internes, telles que le coup d'État. Donc, mon pays a tant souffert. Et les génocides qui ont transformé le Rwanda en un cimetière en 1994 entre les Tutsis et les Hutus. Donc, c'est dur que la mondialisation a des conséquences considérables. Ma chère Sarantou, si tu penses que la mondialisation a des inconvénients, il faut aussi penser qu'il a des avantages.
pour tous les pays du monde. Elle permet aux hommes de développer leur culture. Elle évite une troisième guerre mondiale pour tous les pays du monde. Car, grâce à la mondialisation, tous les pays du monde deviennent à la fois amis et partenaires. Quand on prend l'ONU, l'OMS, ils protègent les pays contre les maladies et les aident contre certains inconvénients. La mondialisation est une épée à double tranchant. Elle offre d'immenses opportunités, mais crée aussi de terribles défis. Cependant, je vais vous proposer des solutions pour que la mondialisation soit bénéfique pour tous les pays du monde. En premier lieu, il faut que les pays africains prennent conscience que connaître une nouvelle culture, ça ne veut pas dire abandonner sa culture. Il faut qu'ils sauvegardent leur culture, leurs valeurs sociétales, ce qui constitue l'identité de l'Afrique. Il faut que les chefs d'État africains arrêtent d'être des bénis oui-oui, des lèche-bottes des Occidentaux. La politique africaine doit s'intéresser à la réalité des Africains et non faire la volonté des Européens. Et même le système éducatif africain doit s'intéresser à la réalité des Africains. Nos langues officielles doivent être des langues de chez nous et non des langues européennes. Il faudrait aussi assurer l'égalité économique, c'est-à-dire le franc CFA et l'euro doivent avoir les mêmes valeurs. Les entreprises aussi peuvent contribuer à trouver des solutions avec l'homogénéisation culturelle, l'expansion du travail, en garantissant des chances égales pour tous. À la fin, l'indépendance des pays africains doit être une réalité et non une utopie. Je tiens à remercier vivement mes très chers camarades élèves pour leur brillante exposé. À la fin de notre exposé, nous pouvons retenir que l'étude de ce thème a été bénéfique pour nous exposants et pour tous ceux qui nous ont écoutés, car nous avons pu expliquer les avantages et les inconvénients de la mondialisation. Et nous avons aussi proposé des solutions pour que la mondialisation soit profitable pour tous les pays du monde. Nous profitons de cette occasion pour interpeller les autorités et la population à faire de la mondialisation un facteur de cohésion sociale, de partage équitable et de paix. Je vous remercie. Tout le monde à vos grades et qualités distinctives, merci d'avoir fait le déplacement pour venir honorer notre journée culturelle que nous dénommons la journée du bon élève. Il était de tradition chez nous d'organiser cette journée tous les ans. Mais malheureusement, ça fait 2 ou 3 ans que nous ne sommes pas parvenus à organiser cette journée culturelle due ou encore à cause de la crise sanitaire planétaire. Dieu merci, cette crise est derrière nous maintenant et la journée reprend de bonne gueule. Et je vous signale que c'est une journée culturelle et non une compétition. Tous ceux qui vont passer ici, c'est pour le bien-être de la famille d'MTK qui, sans vous, on ne pourrait parvenir à ce que nous sommes là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop tirer sur la corde, mais une chose qui me tient à cœur, je demande pardon à l'Assemblée d'observer 1 minute de silence à la mémoire de notre jeune frère, notre collègue, chef de travaux de MTK, qui nous a été brutalement arraché à notre affection il y a quelques mois de cela. Je vous en prie, 1 minute de silence à sa mémoire à la personne de Cheikhna Tunkara. Je vous remercie. Donc, je vais donner maintenant le micro aux organisateurs que les activités commencent. Très bien. Maintenant, on va laisser la parole à ces élèves qui vont vous expliquer l'agro-pastoral au Mali. Ah, la mère, parce que à des fois, il y a la main. On va informer. Je suis élève en classe de 3e année en agro-plus au collège de MTK. Le thème de notre exposé est l'importance de l'agro-pastoral dans le développement du Mali. Vous savez très bien que la culture africaine est basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, car c'est ce que nous savons faire. Mais avant tout, je tiens à vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'agro-plus. Agro-plus est une école internationale qui enseigne les techniques et la commission d'amélioration et de développement dans le secteur agricole. Cette école forme des techniciens qui seront capables d'être au service des agriculteurs, des éleveurs, comme des conseillers lors de la production, la protection, la moisson et la transformation. Malheureusement, nous constatons le fait de la camarade cette filière. Alors nous nous posons certaines questions. Pourquoi l'agro-pastoral est négligé par les élèves au Mali? Quelle est l'importance de l'agro-pastoral? Quels sont les problèmes auxquels fait face ce secteur et quelles solutions pouvons-nous proposer pour le développement de notre agriculture et de notre pays? Pour répondre à ces différentes préoccupations, notre développement comprendra 3 grands axes, à savoir l'importance de l'agro-pastoral, les problèmes auxquels fait face ce secteur et enfin nous allons vous proposer des solutions afin de développer ce secteur. Je passe la parole à mes collègues. Je suis chargée de vous expliquer l'importance de l'agro-pastoral dans le développement d'un pays, précisément le Mali. Tous les Mali ici est conscient que chaque jour, l'être humain consomme de la nourriture qui nous permet de vivre. Et vous savez aussi
jour en jour. Alors, il faut aussi augmenter les produits et les aliments de consommation, d'où l'importance de l'agro-pastoral qui enseigne les techniques de l'amélioration et le développement de l'économie malienne. Au Mali, on constate que le secteur rural occupe une place importante dans le développement et l'économie malienne. Emploie près de 80% des travailleurs actifs, dont 75% des populations actives sont des agro-éleveurs exclusifs, contribuant pour plus de 60% aux recettes d'exportation. C'est pour vous dire que le secteur agro-pastoral est une véritable source de développement et de l'économie qui assure à tout pays l'autosuffisance alimentaire et baisse des prix des produits et les aliments de consommation. Cela lutte contre la pauvreté, contre le chômage. Mesdames et messieurs, par exemple, si nous développons notre agriculture, notre pêche et l'élevage, nous n'aurons plus besoin d'importer les riz ou autres produits. On se suffira et les produits alimentaires seront moins chers. Car le développement de tout pays repose sur l'agro-pastoral. Je laisse la parole à ma camarade. Je suis chargée de vous expliquer les problèmes auxquels fait face l'agro-pastoral. Les vrais problèmes dans l'agro-pastoral au Mali est l'absence totale d'une vision à long terme du système agricole. Comme illustration, en est que le paysan malien a plus faim d'aujourd'hui qu'un chômeur. Il est surendetté et il manque de formation et il abandonne à son sort. À ces contraintes s'ajoute la problématique de la gestion du foncier agricole, la raréfaction et la faible qualification de la main-d'œuvre en milieu rural, la faible maîtrise de l'eau, le faible accès au crédit, la faible capacité de gestion des organisations de producteurs, l'insuffisance des financements. En réalité, le secteur agro-pastoral manque de mécanisation et modernisation car les dabas, les machettes et les terreaux ne peuvent pas cultiver des hectares. Les outils de travail ne sont pas modernes. Cela fait que les paysans n'arrivent pas à exploiter plus d'espace. Ils se contentent du paix et cela ne peut pas assurer les besoins nationaux. La jeunesse aussi, après les études, ne pense qu'à aller dans la fonction publique. Elle ne s'intéresse pas à l'agriculture ni à l'élevage, ce qui sont pourtant des secteurs très rentables, surtout ceux qui ont fait l'agro-pastoral. Notre agriculture fait face aussi à un sérieux problème, qui est le changement climatique que les agriculteurs ne maîtrisent pas. Cela fait qu'ils ont du mal à savoir quand il faut commencer les semences. La météo aussi qui est chargée de guider les paysans n'arrive pas à donner des informations précises. Donc, les paysans sont mal guidés. Je donne la parole à ma. But de développer et d'améliorer l'agro-pastoral au Mali. Tout d'abord, je vais m'adresser à la jeunesse. C'est elle qui a la force physique de s'investir dans l'agriculture, dans l'élevage et aussi la pêche. Mais force est de reconnaître que cette jeunesse a tendance à suivre l'agro-pastoral. Prenez cela appartient aux vieilles personnes qui n'ont plus la force physique sous ces secteurs. Il faut que les jeunes s'intéressent à l'agro-pastoral. Ensuite, j'invite nos autorités politiques à s'investir dans l'éducation agro-pastorale, en créant des écoles agro-pastorales dans toutes les régions du Mali, dans toutes les terres et dans toutes les communes. Orienter plusieurs élèves dans ces écoles et faire des campagnes de sensibilisation sur l'importance du secteur agro-pastoral sur tous les territoires nationaux, car on a tendance à attribuer l'agro-pastoral aux ruraux et les citadins ne s'intéressent pas. Nos autorités doivent aussi mécaniser, moderniser les outils de travail de ce secteur agro-pastoral et surtout subventionner ces outils, car la machette, la daba et les bœufs ne peuvent pas faire le travail que les tracteurs et autres machines peuvent faire. Aménager des parcs pour les éleveurs. Toutes puissances mondiales se sont développées grâce à l'agro-pastoral. Il est des facteurs de développement de toute nation. Alors, si notre pays, le Mali, veut être un pays développé, qu'il développe d'abord l'agro-pastoral. Je vous remercie. Les problèmes auxquels fait face ce secteur et nous avons pu vous proposer des solutions pour le développement de notre pays. Nous invitons aussi la jeunesse malienne à s'intéresser davantage à l'agriculture et à l'élevage. Cette école de techniciens agronomes, non seulement vous pouvez travailler sur votre propre compte, mais aussi pour le compte de l'État ou celle des entreprises privées, telles que Baramso, Société Amnata Konate. Nous invitons aussi nos autorités politiques à moderniser et à mécaniser et aussi de construire des écoles agro-pastorales. Cela permettra non seulement de garantir le secteur agro-pastoral, mais aussi de garantir l'autosuffisance alimentaire. Merci. Ok, on applaudit pour eux. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, on va danser un peu. Qui veut danser? Qui veut danser? Bien.
Faut venir danser. Aujourd'hui, on s'en merci. Est-ce que ça va? Si vous avez LB7 dans la main. Non, si vous aimez LB7 dans la main. Si là-bas. Ok. Maintenant, on va inviter les enfants. Ils vont venir s'amuser. Ok, bien. Qui a écrit le roman Sous l'orage? Qui a écrit le roman Sous l'orage? Un petit, bien. Ismaël Konaré. Tu fais quelle classe? 4e année. C'est quoi? Ta classe? 4e année. C'est quand on tourne? 4e année. C'est quand on tourne? 4e année. Qui a écrit Sous l'orage? C'est Roupadia. Eh Allah! Otado, à Benana. On applaudit pour lui. On applaudit pour lui. Voilà, c'est une leçon de moralité pour vous. Un enfant de 4 années qui dit que c'est celui qui a écrit Sous l'orage. On applaudit pour lui. Je suis fier. C'est dans quelle école? C'est SK. C'est quand tu tournes? Quoi? Je suis une élève en classe de première année de secrétariat de direction au collège d'MTK. Aujourd'hui, nous tenons à vous expliquer le rôle et l'importance d'une secrétaire de direction et à vous prodiguer quelques conseils pour être une bonne élève et réussir dans la vie. Je suis une bonne secrétaire. Je suis secrétaire et gentil. Mon travail, j'adore le faire. Je suis courageuse et souriante. Secrétaire, je suis aimable et accueillante à l'endroit de tous les usagers. Secrétaire, je suis la dernière à quitter le service. secrétaire, je ne joue pas les évanouloges. Je suis aussi importante que le directeur. Secrétaire, je suis la gardienne de toutes les secrets de l'entreprise que je protège fidèlement. Même si mon choix était en refaire, Je choisis un mode d'être secrétaire. mon métier est noble, c'est pourquoi je l'adore. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Beaucoup d'entre vous sont des études. Je ne pourrais assez insister sur l'importance de ces années d'études. Vous devrez comprendre que les portes s'ouvrent maintenant. Je ne suis pas ouverte à vos pères et à vos mères. C'est votre responsabilité d'être prêt à passer ces portes. Vous devrez travailler sans relâche pour atteindre à l'excellence dans les différents domaines. Tout le monde n'est pas fait pour un travail spécialisé. Beaucoup sont appelés à être des travailleurs dans les champs, dans les rues et dans les usines. Mais tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Il est donc entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer si parfaitement les rues que les hauts des yeux. Et dans les terres s'arrêteront pour dire: ici, vécu un grand balayeur de rue qui fit bien son travail. Examinez-vous sérieusement afin de découvrir pourquoi vous êtes fait. Et alors, donnez-vous avec passion à son exécution. Martin Luther King, la force de l'éducation. Dans l'emploi du temps présent. Prends de la peine, étudie bien tes leçons. Sois attentif en classe. Ne néglige pas les devoirs que tes professeurs t'ont imposés. Plus tard, quand tu arriveras à une situation honorable, tu te rappelleras avec bonheur les heures que tu auras consacrées à l'étude plutôt qu'à des vains sur les autres.
Tu ne seras plus seulement une bouche à nourrir, mais tu rapporteras à la maison une jolie somme que tu auras gagnée et qui augmentera le fruit du logis. Mon jeune ami, à l'école, tu amasseras un capital de reconnaissance qui fera de toi un homme utile pour ton pays. Charles Louard, merci. Amateur ikoda gosa jaramina santima na mi fente benzema bolonda kari benzema kana ndoya kite fente defendana na watenda ndoya kite seniyo fo kite fente defendana kite fenda fiye ko sala akana benya asile ware kaki kuita de wante chile mo wajugu mai wako benya asile mi yajugu mai amudila nyofeshe akana benya asile ware kaki kuita de wante chile ni jama jama kanita la slema snonti lege na mi bari oshima entendre damele l'étoile filant qui est béni aussi de sa maman lova on a bien joué et nous va échouer nous bani nous foulé ante foi foué koina mona no antena échoué non antena échoué akana benya asile wari ka bi kuita de wante chile mo wajuma yo wako benya asile mi yajuma ya mukila nyom feshe akana benya asile wari ka bi kuita de wante chile mo wajuma yo wako benya asile mi patron mana? Bahasa apa? Ni barara ya, barara tu betul barara. Besar ya, pulang mau betul ya. Jangan boleh tu lah siapa tak boleh memang. Jangan boleh pula. Salah jangan pula. Siapa bro? Apa sih ada? Betul ni macam apa? Apa sih apa? Ni betul ni apa? Ni apa betul lah? Takku. Siapa boleh memang? Betul sebenarnya lu mana ya? Pergi punya. Pergi bisa apa? Pergi punya mana apa? Pergi dia petang. Takku. Aha, why apa? Dia petang jadi. Ya, itu jadi. Frade mau ngapa barang apa ni? Ibu bisa kasih dulu. Oh, ni ada dia. Apa dia? Alhamdulillah. Coba tu belum. Rumah saya pula nampak.
Mais donc, il y a des gens qui Madame, il faut être la plaine. Madame. Madame. Il y a pas encore Et l'équipe pour. Et cette équipe 1, ça veut dire qu'ils sont d'accord que ce sont les parents qui sont les seuls responsables de la mauvaise éducation des enfants. Et cette équipe 1, pour dire que non. Maintenant, on va écouter, s'il vous plaît. Très chers invités, bonjour. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Je m'appelle Moriwal Arabi Kone. Je suis élève en classe 10e commune au lycée privé CSK. Le thème de notre débat est un thème très important, voire même capital, car il porte sur la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Et nous soutenons le cours, c'est-à-dire que les parents sont les seuls responsables de l'éducation de nous les enfants. Vous savez que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est à eux d'inculquer les notions de base, les valeurs sociétales et nos bonnes mœurs. Mais cela n'est pas le cas de nos jours. Nous assistons à la dépravation de nos bonnes mœurs. Chers camarades, chers professeurs, chers invités, avec des arguments clairs et précis, pourrons-vous convaincre sur notre point de vue? Bonjour, illustre assemblée, ici présente, je me nomme Mariam Koulibaly. Je suis élève en classe de 11e sciences économiques et sociales au lycée privé CESCA. Le thème qui fait l'objet de notre débat est la responsabilité des parents concernant l'éducation
que les parents ne sont pas les seuls responsables face à la mauvaise éducation des enfants. Non, nous sommes contre le fait de remettre la responsabilité des parents concernant l'éducation de leurs enfants. Même si les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, il faut aussi noter qu'ils naissent et grandissent dans une communauté où ils se familiarisent avec les autres, apprennent avec les autres. Cela peut aussi avoir un impact négatif sur son éducation, la société dans son ensemble, les autorités politiques et même les enfants sont aussi responsables. Et mes camarades sont venus. Ma chère capitaine, l'amour incommensurable que nous avons avec nos parents ne peut pas et ne doit pas nous empêcher de voir la réalité en face et de la dénoncer. La vie d'aujourd'hui nous montre, avec des preuves certaines, nombreuses et concrètes, que les parents ont failli à leur mission. Et cette mission, c'est l'éducation des enfants. Car les parents sont les premières personnes à inculquer aux enfants l'éducation de base, c'est-à-dire dès le bas âge, y apprendre la différence entre le bien et le mal, y apprendre le respect de ses parents, de ses aînés et des vieilles personnes. Mais ce n'est pas tous les parents qui font cela de nos jours. Près de 90% des parents ne le font pas, car ils ne connaissent pas la mentalité et le comportement des enfants. Et tout cela pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas de temps d'échange avec leurs enfants. C'est dans ce contexte un peu malheureux que Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe et sociologue français, affirmait à propos de l'éducation des enfants dans son œuvre Émile et Sophie. Vous pensez que vous connaissez vos enfants, mais vous ne les connaissez pas. Il faut éduquer une fille à devenir une femme et un garçon à devenir un homme. Mais les parents ne le font pas. Et l'enfant grandit sans même savoir les valeurs sociétales qu'il n'a pas reçues de ses parents. Et tout cela à cause de nos très chers parents. J'ai comme l'impression que nos camarades débatteurs refusent d'admettre la réalité que nous vivons quotidiennement. Soutenir l'idée que les parents ne sont pas les seuls responsables de la mauvaise éducation des enfants, c'est une manière de montrer sur la désinformation de notre pays. Pour votre gouvernement, ma camarade vient de vous éclairer sur les responsabilités de la société. Moi, à mon tour, je vais vous informer sur les responsabilités des autorités politiques. Les autorités politiques sont aussi responsables de la mauvaise éducation des enfants. Leur devoir est de sillonner les enfants, surtout les mineurs. C'est pourquoi il y a la police de bonne mœurs qui est chargée de sillonner les lieux de loisirs, c'est-à-dire les bars, les boîtes de nuit, les lieux de prostitution pour savoir si les mineurs sont. Car la loi interdit aux mineurs de fréquenter les lieux de loisirs. Mais force est de reconnaître que ce travail n'est pas fait. L'école est vendue aux mineurs. Les mineurs fréquentent les lieux de loisirs. Cela est un danger pour leur avenir. C'est dire que les parents ne sont pas les seuls responsables de la mauvaise éducation des enfants. Je pense que mes camarades débatteurs font la confusion entre la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants et l'apport des autres. Tout d'abord, l'enfant appartient à son père et à sa mère. C'est à eux de lui inculquer les vraies valeurs de l'humanité, les valeurs de leur race et les valeurs de la société dans laquelle vit l'enfant. Les parents doivent apprendre à l'enfant comment il doit se comporter dans la société. Mais le constat est que nombreux sont les enfants qui n'ont pas eu la chance de savoir tout ceci. Et je soutiens l'illustration de mon camarade débatteur à propos de la conception philosophique de Jean-Jacques Rousseau concernant l'éducation des enfants. En ces termes, un garçon doit être éduqué à devenir un homme et une fille à devenir une femme. C'est-à-dire que les parents doivent s'investir à apprendre au garçon le sens réel d'un homme et son rôle pour lui-même, pour sa famille et pour son entourage. De même pour la fille. La réalité nous montre que cela n'est pas fait aujourd'hui. Les parents ont baissé les bras. Ils ne suivent plus l'enfant. Ils n'ont pas de communication avec l'enfant. Ils ne vont pas à l'école de l'enfant pour s'imprégner de sa situation scolaire. C'est-à-dire, si réellement l'enfant se présente à l'école, s'il rentre en classe et s'il travaille bien, la plupart des parents ne le font pas. Et l'enfant est livré à lui-même. Il apprend tout dehors. C'est ce qui nous amène à affirmer et même à insister que les parents sont les seuls responsables de la mauvaise éducation des enfants. Cher public, j'espère que vous êtes des témoins oculaires de ce que nous vivons quotidiennement. Je me demande bien si vous et nous sommes dans la société. Quels font nos guides religieux, les chefs des quartiers, les autorités pour éviter la dépravation de nos bonnes valeurs? Rien, je dis rien. Tout le monde ne passe à ses poches. Les autorités qui pillent les caisses de l'État, le peuple qui se laisse corrompre par les politiciens. Qu'est-ce qu'ils laissent comme héritage? La corruption, les détournements. Et revenez mes amis sur terre s'il vous plaît, car c'est tout ce qui fait partie de l'éducation des enfants. La société dans son ensemble, les autorités politiques doivent montrer les bons exemples aux jeunes, mais en réalité, nous assistons à des mauvais exemples. C'est pourquoi nous affirmons et insistons que les parents ne sont pas les seuls responsables face à la mauvaise éducation des enfants. Je vous remercie. À la fin de ces débats houleux, vous constatez avec moi que nos camarades co-débatteurs n'ont pas pu nous convaincre jusqu'ici sur notre thème.
Il faut l'accepter, malgré que les parents ont failli à leur devoir d'éducateur. Avoir des enfants est une grâce de Dieu, mais bien l'éduquer pour qu'ils soient un bon citoyen est une responsabilité des parents. Alors, si aujourd'hui les enfants ont une mauvaise éducation, les parents sont les seuls responsables. Je vous remercie. Ok, merci, on applaudit pour eux. Ces jeunes qui sont en 10e, en 11e ont su démontrer la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Maintenant, ils vont nous démontrer, oui ou non. Est-ce que l'on utilise oui à l'école, en classe? Ok, donc suivez le débat. Honorables invités, chers professeurs, camarades d'élèves, bonjour. Je me nomme Oumou Haïdra. Je suis élève en classe de 11e sciences au lycée privé du complexe scolaire Kanouté Aïssa. Je suis la capitaine de mon groupe. Le débat auquel vous allez assister a pour thème l'utilisation des téléphones en milieu scolaire. Autrement dit, est-ce normal que les élèves utilisent le téléphone à l'école? Pour cela, mes camarades et moi, nous soutenons le pour. C'est-à-dire, nous sommes d'accord que les élèves utilisent le téléphone à l'école. Personne n'est sans savoir que de nos jours, le téléphone est non seulement un moyen de communication, mais un outil de travail très précieux, car en un clic, il te donne des informations et surtout des solutions à des exercices grâce aux multiples applications. Donc, les élèves doivent... Chers professeurs, très chers invités, camarades élèves, bonjour. Je me nomme Awa Koulibaly, je suis élève en classe de 11e sciences économiques et sociales au lycée privé CSK. Je suis la capitaine de mon groupe et nous défendons les codes concernant l'utilisation du téléphone à l'école. Et cela est motivé par les conséquences que cela a eu sur le niveau des élèves et surtout le manque de concentration des élèves en classe. Je pense que les Européens sont les plus bien placés pour nous parler des avantages et des inconvénients de la technologie. Si ils l'ont interdit, c'est pour une très bonne raison. Et je pense que notre école souffre déjà. S'il faut encore permettre aux élèves d'utiliser les téléphones en classe, ça sera la pire des catastrophes en milieu scolaire. Car nous, les élèves, nous avons trop d'intérêt pour les téléphones que les leçons. Alors, on ne peut pas soutenir l'idée que les élèves utilisent les téléphones. Mes chers camarades, pour votre gouvernement, le téléphone est un véritable outil de travail pour tout élève, car il lui permet de faire beaucoup de recherches, de télécharger des romans et des textes qu'il peut lire à tout moment. Avoir un téléphone à l'école, c'est aussi le moyen de communiquer avec nos parents en cas de besoin urgent. Ce n'est pas seulement pour les bêtises. Au lieu de l'interdire, je pense que les administrateurs et les professeurs doivent faire un contrôle sur l'utilisation du téléphone dans les milieux scolaires. Le téléphone aide aussi les enseignants au cours de leurs leçons en faisant des recherches sur Google ou Wikipédia. L'utilisation du téléphone dans les milieux scolaires favorise le développement des compétences numériques des élèves. Les élèves apprennent à utiliser d'une manière compétente et agréable le téléphone dans les milieux scolaires. Et c'est pour cela que moi et mes camarades débatteurs, nous sommes pour l'utilisation du téléphone dans les milieux scolaires. L'utilisation du téléphone dans les milieux scolaires ne devrait pas être utilisée. Déjà, c'est à cause de la distraction. Qu'ils soient capables d'outiller tous les établissements en fourniture d'établissement. Alors, l'utilisation du téléphone en milieu scolaire ne doit pas poser problème. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Si vraiment on tient à notre avenir. Donc, nous sommes pour l'utilisation du téléphone en milieu scolaire. Chers camarades débatteurs, je pense que nous sommes les futurs bâtisseurs de ce pays. Par conséquent, nous devons avoir une très bonne éducation et une très bonne formation. Et cela commence à l'école. Dites-moi mes chers camarades élèves, combien d'élèves dans la cour de l'école et même dans les classes passent leur temps à faire cela, à communiquer sur des réseaux sociaux avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le cours scolaire. Cela peut empêcher l'élève de se concentrer sur le cours dispensé. Au lieu d'être à l'école, l'élève est évadé, il se retrouve ailleurs, hors de la classe, et cela est un danger pour les élèves. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs pays européens, le téléphone est interdit dans les établissements scolaires et même dans les grandes écoles privées où la plupart des enfants riches fréquentent. Ils reçoivent une bonne éducation et une bonne formation. Et c'est eux encore qui occupent des postes dans les grandes fonctions des pays, pendant que les enfants de pauvres sont en chômage. Alors, chers administrateurs, chers professeurs, il faut strictement interdire l'utilisation du téléphone à l'école. Donc nous sommes contre l'utilisation du téléphone, ni dans la cour de l'école, ni dans les classes. Au terme de notre débat, je donne l'impression
de problème à s'en sortir. Du moment où vous pensez que lorsqu'on allume ton téléphone à l'école et qu'on veut l'utiliser, c'est juste pour des bêtises qui l'empêchent de suivre. Les élèves qui font ça ne sont pas des bons élèves. Ils ne sont pas conscients de leur présence à l'école. L'élève conscient de sa présence à l'école et qui pense à son avenir ne peut pas agir ainsi. Non, même pas. La réalité que nous refusons d'admettre est que de nos jours, en ce 24e année du 21e siècle, la technologie fait des merveilles qui nous facilite les tâches et qui répond à nos attentes. Alors, pourquoi ne pas en profiter si nous avons la chance de naître à cette époque? Laissez-nous profiter des merveilles de notre vie. Maîtresse d'énologie, ma voix vous appelle. Homme du Mali, brave laboureur, brave pêcheur, brave berger, héritier des hommes pétris de sagesse, dont le nom et exploit continuent d'être loués dans les mondes. Ma voix vous appelle. Enfant du Mali, vous l'espoir, vous la continuité, vous la renaissance, ma voix vous appelle. Venez, venez, venez écouter la bonne nouvelle. Les dieux du ciel, les dieux de l'amour, les dieux de la paix ont mis dans mon sommeil une bonne nouvelle. J'ai fait un rêve, je n'ai vu ni Adam ni Ève. J'ai vu le désespoir et l'espoir. Dans mon rêve, j'étais au milieu d'un océan d'humains. Leurs regards l'un pour l'autre étaient inhumains. Leurs yeux, leurs corps tremblaient, aspiraient la violence. Les cris et bruits qui flattaient mes oreilles n'étaient pas les cris de la sirène de l'ambulance. C'était les cris de la peine, c'était les cris de la haine. Malheur, peur, détresse cohabitaient. Le cœur des Maliens s'entretuait. Seul le désespoir m'habitait. Triste, pensive. Le jour pour moi était comme la nuit. Soudain, tout à coup, brusquement, les lumières en or tombaient du ciel, traversant les terres et éclairant les corps des Maliens. Je contemplais la blancheur des dents au bout de moi. J'attendais battre des cœurs au rythme de l'amour. Hommes, femmes et enfants s'embrassaient à se murmurant aux oreilles. Regret, mea culpa et pardon. Enfants de toutes les couleurs, tout joyeux, souris aux lèvres, couraient en serpent. La nature souriait de verdure. Quel joyeux festival! Les abeilles suçaient l'arbre des fleurs pour donner le miel, car elles le regardent. Maîtresse de la parole, maîtresse dans l'art de parler, beau rêve d'espoir. Maîtresse de la rhétorique, maîtresse de l'éloquence, beau rêve d'espoir. Toi, dont les paroles adoucissent nos cœurs et enchantent nos oreilles, beau rêve d'espoir. Alors hommes, femmes, enfants du Mali, Bambara, Malinké, Soniké, Sénoufo, Dogon, Kado, Peul, Tamaché, Touareg. Peuple du Mali, ce beau rêve peut se réaliser si les filles et fils du Mali se réconcilient. Réconcilions-nous. Cultivons l'amour du prochain, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Brisons les chaînes de haine qui nous séparent. Ensemble, labourons-les de l'unité, afin de cultiver une moisson de paix que nous dégusterons ensemble avec joie et qui nous garantira un régal vital et éternel. Si nous voulons que la paix soit notre bénédiction divine, nous devons faire de la réconciliation notre prière quotidienne, dans le cœur et non sur les lèvres. Si nous voulons être un peuple fort et souverain, un peuple contre qui les complots nocturnes des ennemis invisibles ne pourront rien. Si nous voulons être ce peuple contre qui les tentatives des ennemis seront toujours vaines, soyons réconciliés à jamais. Unis et déterminés, les mains sur le cœur qui battent au même rythme, nous n'aurons qu'un seul regard, le Mali. Un seul drapeau, vert, jaune et rouge, une seule devise, un peuple, un but, une foi. Et nous dirons en la consommation des stupéfiants par les jeunes, le cas du Mali, précisément les jeunes. Pour votre gouvernement, la consommation des stupéfiants par les jeunes, mineurs ou adolescents, se livrent à consommer des excitants, tels que la cigarette, la drogue, l'alcool et des comprimés non autorisés. Cette situation est une triste réalité que nous vivons quotidiennement au Mali, surtout à Kati. Alors, on se demande, qu'est-ce qui pousse les jeunes à s'abonner à cette pratique? Quelles en sont les conséquences? Et quelles solutions nous pouvons proposer pour lutter contre ce mal social? Alors, les réponses à ces différentes questions feront l'objet de notre étude. Je donne la parole à mes collègues. Vraiment content de vous. Je vous remercie. Merci. Okay. Je profite de cette opportunité pour appeler les parents à propos de l'éducation des enfants. Nombreux sont les parents qui croient connaître leurs enfants, mais en réalité ne les connaissent pas. De nos jours, les parents n'ont pas le temps de changer. Leurs enfants, ils ne les suivent pas.
Combien de parents se rendent à l'école de leurs enfants pour s'imprégner de leur vie scolaire et de leur comportement à l'école? Je pense que je vous demande d'applaudir pour monsieur. À ce titre, nous allons inviter monsieur Koulibaly, le directeur du DMTK, pour la remise de l'attestation. À ce titre, nous invitons madame Djabi pour la remise de l'attestation.